Droit d'écoute, c'est un magazine d'échange, de conseils et d'informations sur le droit et l'immobilier avec un langage jeune et frais. Le droit sera dit et l'émission aura un ton informatif, mais aussi divertissant, humoriste et décontracté. Les jeunes auront la parole et pourront développer des thèmes. Il y aura des jeux, quiz, concours et d'une manière ludique. Intéresser les populations au droit. Entre autres rubriques, micro-trottoirs, des interviews, des invités et des intervenants par appel téléphonique à la radio. Sur le standard au 33 991 35 35, 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4, la Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabo. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission, toujours en direct. Aujourd'hui nous allons parler donc de la prise en charge donc des malades du coronavirus, donc cette pandémie qui frappe donc tous les pays donc du monde, y compris donc le Sénégal. Pour faire justement un point sur la situation, nous avons Monsieur Thiam. Bonjour Monsieur Thiam, comment allez-vous? Bonjour Madame Dabo. Donc c'est parfait. Alors donc sans plus attendre, je te passe donc le relais pour que tu nous fasses un petit point donc sur la situation actuelle. Et puis comme le thème justement c'est la prise en charge, puisque nous sommes actuellement dans une période de déconfinement, mais le virus est toujours là, toujours aussi donc sans vaccin, donc sans traitement à proprement parler. Donc la guérison se fait donc par symptômes. Donc c'est l'occasion aussi donc de rappeler la vigilance. Donc même si nous sommes déconfinés, même s'il n'y a plus de couvre-feu, donc soyez toujours prudents. Donc ce sera l'occasion aussi de rappeler un peu toutes ces mesures donc d'hygiène que nous sommes obligés de respecter pour notre santé, pour la santé aussi des autres. Alors Monsieur Thiam, un petit point de la situation alors. Merci Madame Dabo. Donc vous me permettez de vous remercier par rapport à cette invitation. Qui est une occasion de s'exprimer par rapport à la pandémie, mais aussi de continuer à sensibiliser les populations. Donc c'est toujours avec un immense plaisir que je réponds à votre invitation, parce que c'est la tribune et qui parle de radio, parle de communication. Donc c'est un moyen de communication, c'est un média qui permet de transmettre à des personnes des messages par rapport à leur position géographique. Donc vraiment merci par rapport à ça. Donc pour revenir à votre question, la pandémie, donc aujourd'hui on est le 16 juillet 2020, donc presque bientôt nous serons à 4 mois, 5 mois de la pandémie. Donc de manière générale au niveau local, parce qu'après donc le discours de son excellence le président de la République, je pense qu'au niveau étatique comme au niveau local, donc après la cellule régionale qui a été mise en place par le gouverneur avec les différents membres, donc au niveau local, donc le préfet a pris un arrêté pour quand même mettre en place le comité de lutte contre les pandémies. Et c'est dans ce cadre que nous, en tant qu'action sociale, nous sommes membres et nous travaillons avec les différents membres pour quand même essayer de prendre en charge les malades issus de la COVID-19. Oui. Ouais. Donc aujourd'hui nous en sommes où donc par rapport à cette pandémie au Sénégal, y compris surtout à Ziguinchor pour nos chers auditeurs qui nous écoutent en direct. Voilà, si on parle de la situation dans laquelle nous sommes, donc à Ziguinchor proprement dit, aujourd'hui nous sommes à 138 cas, 138 malades. Donc et le cas d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui en tant que le nombre de malades c'est 5 plus les 29 d'hier, donc ce qui fait que aujourd'hui nous sommes à 29, nous sommes à 34 malades, donc qui sont sous traitement dans les CCT, donc centre de traitement. Et par rapport à tout ça aussi, il faut noter les décès. Bon, c'est regrettable, mais nous avons quand même compté un certain nombre de décès qui tourne autour de 5, comparé au niveau national, je pense qu'il est à 153, je pense. Donc au Ziguinchor quand même, bon, touchons du doigt, mais un seul décès, c'est déjà beaucoup. Donc de manière ramassée, c'est ça que je peux dire par rapport à la situation.
Alors, c'est aussi très important étant donné maintenant que nous sommes, en fait, il y a eu donc l'état d'urgence donc qui a été levé, mais cela n'empêche que nous devons respecter quand même les mesures donc d'hygiène, à savoir le port du masque donc obligatoire dans les lieux publics, notamment la distanciation sociale, également aussi donc limiter aussi donc les rassemblements, etc. Donc parce que le virus est toujours là, il n'y a toujours pas donc de traitement, mais il y a des pistes donc de vaccins, donc ce sera l'occasion aussi donc d'en parler un peu plus, mais aujourd'hui, étant donné que le virus est toujours là, alors ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand on est malade à l'heure actuelle, donc comment faire, comment est-ce qu'on est pris en charge en fait. Alors, je vous permets que je revienne un peu par rapport à la question relative au nombre de malades. Donc, tout à l'heure, j'avais dit qu'il s'agit de 29. Effectivement, c'est 29, mais on n'a pas encore compté les 5 d'aujourd'hui. Parce que le nombre de cas, certes, est 5, mais tant que les malades ne sont pas encore arrivés au niveau du site, on ne peut pas les comptabiliser. Donc, pour le moment, nous sommes à 29 malades. D'accord. Alors, pour revenir à votre question, la prise en charge, donc, je pense que dès que le test est positif, c'est vrai, auparavant, jusqu'ici, le malade était accueilli, était recherché, était pris chez lui jusqu'à le centre. Là, c'est au début, avec l'ambulance, l'équipe du docteur, entre autres. Mais aujourd'hui, il faut négocier. Il faut négocier avec le malade. Mère Salih est malade. Elle connaît son cas. Son cas est positif, donc il faut négocier pour qu'elle vienne au centre. Aujourd'hui, ce n'est plus un forcing. Déjà, les centres sont pleins. Donc, si on peut négocier avec la personne pour qu'elle arrive, c'est bon. Si elle refuse, il faudra essayer de la laisser là-bas et de faire un suivi, un traitement, ce qui est même en train d'être fait. Donc, dans le cas où la personne accepte son cas positif, donc elle est amenée au niveau du centre et c'est là où elle va séjourner pendant maximum 14 jours. Voilà. Et chaque jour, donc, il y a un traitement qui est suivi avec une prise en charge médicale, comme on dit. Alors, quels sont les centres qui accueillent les malades du coronavirus? Comment est-ce qu'on a trouvé ces centres justement? Est-ce que ce sont des centres de l'État ou bien ce sont des centres privés? Comment ça se passe? Bon, pour la région de Ziguinchor qui nous concerne, donc jusqu'ici tous les centres sont les centres étatiques. Donc c'est les centres publics. Déjà, dans un premier temps, on avait commencé avec le centre de l'hôpital régional. Maintenant, avec la hausse, avec le nombre de malades qui a augmenté, donc il fallait chercher d'autres centres. Donc c'est par la suite qu'on a mis en place le centre de l'extension de CTG du SAT à l'Institut Diatta. Et aujourd'hui même, il y a même l'hôpital de la paix. Donc du coup, ce sont ces 3 centres qui sont maintenant reconnus où les malades aussi bien de Bignona et aussi sont traités. Donc soit on est donc pris en charge dans un centre, soit alors on fait donc le traitement à domicile. Voilà, le traitement à domicile quand même c'est tout récemment parce qu'on s'est rendu compte que les centres étaient pleins. Déjà un centre ça coûte beaucoup d'argent. Donc la prise en charge financière aussi médicale que sociale ça coûte cher. Donc on s'est rendu compte que mieux vaut essayer de laisser les gens chez eux en mettant l'accent sur le suivi. Maintenant avec la hausse. Ok, maintenant ça dépend. Il y a certaines personnes qui, selon quand même la commodité, selon l'espacement dans lequel ils existent, ils vivent, on peut les suivre chez eux. Maintenant, pour d'autres, par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans la famille, des fois ça peut poser problème. Donc je pense que c'est une stratégie qui est en train d'être mise en œuvre et puis on verra peut-être avec le temps, suite d'une évaluation, s'il est nécessaire de continuer. En tout cas, ça coûte moins cher et puis bon, je pense que ça permet même aux populations de savoir que la maladie est là au sein de la communauté et que la personne qui est malade est dans son coin et puis est en train d'être suivie et puis voilà, je pense à la longue elle peut être guérie et puis bon, ça peut servir en référence aux autres qui jusqu'à présent doutent de la maladie. Le fait que le malade soit si près de la famille, quand même c'est une référence, c'est une façon de communiquer pour que les gens sachent que la maladie est bien là.
c'est très important de rappeler que sinon c'est faire preuve d'insouciance et surtout c'est très dangereux de nier donc cette maladie qui au même titre donc que la grippe, que le paludisme, etc. est une maladie donc qui compte et qu'il faut vivre donc avec en prenant donc toutes les mesures nécessaires pour ne pas contaminer aussi les autres, étant donné que quand même certaines personnes donc peuvent en mourir. C'est l'occasion aussi de faire un petit retour sur le message donc à la nation du président de la République du 29 juin où certaines mesures ont été prises, notamment donc la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu donc le 30 juin à 23h, le rétablissement aussi donc des horaires de l'administration de 8h à 17h avec une pause de 13h30 à 14h30, la fermeture donc des marchés publics un jour par semaine pour nettoiement donc reste en vigueur, les lieux accueillant aussi donc des activités de loisirs à huis clos restent fermés. La réouverture donc des frontières aériennes se fera à partir donc du 15 juillet 2020. Donc les vols internationaux reprendront selon un protocole sanitaire bien défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. L'urgence aussi sanitaire est toujours là et impose donc un devoir de vigilance, de responsabilité individuelle et de responsabilité aussi collective, à savoir donc le port de masque obligatoire qui reste aussi obligatoire donc dans tous les lieux publics. La distanciation donc sociale, notamment le fait que si vous sentez que vous allez tousser ou bien que vous allez éternuer, donc faites-le donc dans le creux de votre coude. Lavez-vous régulièrement aussi donc les mains pour éviter donc les germes, etc. donc du virus et puis de contaminer certaines surfaces et de contaminer aussi donc les autres. Donc les mesures d'hygiène sont encore à respecter. Alors, on parle donc de vols internationaux. Heureusement, grâce à Skype, j'ai pas besoin d'aller jusqu'en France pour discuter avec Monsieur Djungaba. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Oui, je vais bien, vous. Donc, tu es en direct actuellement donc, sur Génération FM, la 93.4. À rappeler donc que tu es étudiant donc, en médecine donc, en France. Ce sera l'occasion aussi donc de parler un peu de la prise en charge, notamment ce qui se passe aussi en France et de revenir un peu donc sur cette maladie. Alors cette maladie donc qui tue quand même des gens, même comme tu l'as bien dit, une personne déjà c'est trop. Donc ce n'est pas de dire le nombre, ça a l'air si peu par rapport à certains pays d'Europe qui sont beaucoup touchés, donc par rapport à l'Italie, etc., qui ont des milliers donc de morts, mais même une seule personne donc victime du coronavirus, c'est déjà énorme et cela rappelle donc à la vigilance puisque étant donné qu'il n'y a pas un traitement défini et spécifique, donc c'est par symptômes, certaines personnes arrivent à supporter donc arrivent à guérir, d'autres par contre n'y arrivent pas et on a déjà parlé dans une autre émission donc des cas de personnes donc vulnérables, personnes âgées, personnes souffrant donc de déficiences respiratoires, etc., mais alors donc en 2 minutes reviens un peu donc sur ce coronavirus, notamment donc les symptômes. Comment savoir si on est malade donc du coronavirus? Alors, merci beaucoup. Maître, je pense que c'est une question qui sera un peu difficile à répondre parce que il y a des signes classiques, mais le diagnostic du Covid-19 se fait à la biologie. Cela veut dire que c'est des prélèvements qu'on fait, qu'on amène au laboratoire et qu'on essaie de voir si le virus se trouve ou non dans le sang ou bien dans les prélèvements de sécrétion et autres. Maintenant, il y a des signes classiques. Des signes qui, si on le trouve chez une personne, on lui recommande fortement d'aller se faire dépister. Parmi ces signes, c'est pratiquement des signes respiratoires, comme la toux, l'éternuement, des mal de gorge, des signes de la grippe comme des courbatures, des douleurs au niveau des articulations. Voilà, c'est des signes qu'on appelle des signes classiques, mais ce ne sont pas des signes spécifiques parce que ces signes-là sont présents dans d'autres maladies autres que la COVID-19. Mais si ces signes sont présents en plus de la fièvre, si ces signes sont présents chez une personne, il est fortement recommandé de s'orienter vers un centre de santé pour faire des prélèvements le plus rapidement possible. Mais pour le diagnostic, c'est le laboratoire simplement qui peut le faire. Même si une personne présente tous ces signes, aucun médecin, aucun spécialiste ne peut confirmer oui ou non si la COVID-19, oui ou non, il faudra qu'il fasse tout simplement cet examen de laboratoire. Donc c'est important de rappeler le numéro vert qui est le 800 00 50 50. Donc le numéro donc du SAMU qui est le 15 15 et aussi donc le 19 19
en cas où si vous pensez donc être atteint donc du coronavirus, à ce moment c'est le médecin aussi donc qui verra si on doit activer donc le processus donc coronavirus, ou bien alors si à ce moment-là il s'agit d'une grippe ou autre, pour éviter aussi donc de surpeupler donc les centres de traitement pour de petites maladies, surtout si les personnes sont un peu hypochondriaques et qui ont mal un peu partout pour rien, surtout qu'on est en plein hivernage. Donc d'où la tenue donc gilet jaune que j'ai portée pour appeler donc à la vigilance, parce que c'est vraiment très très important donc d'être très vigilant. Alors donc du coup, comme on est tellement sérieux, on va un peu se détendre et parler donc de la prise en charge au niveau de la France. Comment ça se passe pour les malades du coronavirus? Comment est-ce qu'ils sont pris en charge actuellement, comme tu es sur place? Bon, ici en France, la prise en charge, c'est comme la prise en charge normale recommandée par le règlement sanitaire international. Et la France est un pays qui est dont le système de santé est l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, bien vrai qu'il y a des imperfections. Et depuis le début de la Covid-19, avec l'apparition de la chloroquine, il y avait une division du monde médical avec Didier Raoult, avec la communauté scientifique. Mais au finish, on s'est rendu compte que la prise en charge a une bonne amélioration en France. Parce que sur les dernières statistiques, on a vu que le nombre de patients hospitalisés a largement diminué. Bien vrai qu'il y a toujours des personnes qui restent avec des maladies graves, parce qu'il y a des personnes qui avaient déjà des maladies graves qui restent dans les réanimations. Mais pour la prise en charge de façon globale, ici au niveau de la France, ça se passe bien. Parce que c'est un pays où, il faut le dire, il y a de la liberté, parce que ça fait partie de leur devise. Il y a de grands médecins, de grands professeurs. S'ils ne sont pas, par exemple, d'accord sur un protocole, ils n'hésitent pas à sortir, comme Didier Raoult l'a fait, pour dénoncer, pour dire tout simplement que ça, on n'est pas d'accord, ça, on n'est pas d'accord. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que ces recommandations sont prises en compte dans la prise en charge. C'est aussi important de rappeler que le Sénégal a suivi donc justement Didier Raoult dans la chloroquine et que donc grâce à ça quand même on a réussi à réduire un peu donc les dégâts. Mais c'est aussi important, on va revenir aussi sur la perception de la maladie par les Sénégalais, parce que comme tu l'as bien dit, donc certaines personnes peuvent être malades et puis refuser donc d'aller en centre de traitement, et là à ce moment-là s'entame donc un certain dialogue. Mais alors Djouga, dis-moi, au niveau de la France, comment est perçu le coronavirus? Comment est-ce que les Français qu'est-ce que les Français pensent de cette maladie? Enfin, selon ton avis, puisque bon, c'est ton avis aussi personnel. Voilà. Ouais. D'après toi, quand tu observes autour de toi. Moi, d'après mon expérience, d'après mon observation, mes recherches et tout, je me suis rendu compte que la Covid-19, c'est pas une perception des Français, une perception des Sénégalais. Moi, je pense que la perception est générale. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des questions qui ne sont pas répondues. Parce que les gens aussi, ils sont très intelligents, même s'ils ne sont pas des médecins, même s'ils ne sont pas des pharmaciens. On se pose tout le temps des questions. La Covid-19, c'est une maladie comme les autres. Et il y a certaines questions que les ministères de la Santé, que les autorités de la Santé ne répondent pas toujours. Et ce qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de Français, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Norvégiens et autres, et ils doutent toujours. Il y a le doute toujours ici en France, comme ça l'est au Sénégal. Il y a des gens qui sont derrière le masque parce qu'il y a la peine de l'amende qui est là. Mais en réalité, si vous les posez des questions, si vous discutez avec eux, ils ne sont pas encore persuadés à 100% de la maladie de Covid-19, ou bien ils pensent toujours qu'il y a quelque chose qui est derrière, ou bien il y a une politique qui n'a pas été dévoilée, ou bien il y a quelque chose. Je pense que la perception n'est pas générale, mais quand même, vous rencontrez des cas, des étudiants même, des intellectuels, vous parlez avec eux, ils ne sont pas totalement convaincus. Si ce n'était pas les amendes et tout, ils auraient enlevé le masque. Et on l'a remarqué avec la police. Chaque semaine, la police fait des rapports pour montrer le nombre de personnes qui ont refusé d'obtempérer le port de masque, le respect de la distance sociale et même le respect des fréquentations des lieux qui sont interdits. Chaque semaine, il y a un rapport de la police qui sort, et chaque semaine, on s'est rendu compte que le chiffre augmente de semaine en semaine. C'est ce qui veut dire qu'il y a un refus, c'est-à-dire que les gens ne sont pas totalement convaincus, ou bien
ils ont des questions, parce que chaque fois, je l'ai dit depuis le début, tant que les questions qui sont posées dans les réseaux sociaux, les questions qui sont posées dans les petits débats de groupe, les questions qui sont posées dans les chambres, dans les maisons, ne sont pas répondues de façon exhaustive, avec honnêteté, les gens auront toujours des questions derrière, et on peut mettre une politique en place, mais on ne peut pas entrer dans la conscience des gens pour modifier ce qui se passe. Donc je pense que une partie, ce qui se passe au Sénégal, ce qui s'observe, c'est pas exactement la réalité en France, mais on la rencontre en France quand même. Non. Ça, c'est une réalité quand même. Alors, bon, il faut dire que la stratégie était un peu différente puisque vous étiez en confinement total. Nous, on était avec le couvre-feu. Ouais. Alors, comment est-ce qu'ils ont vécu ce confinement total? Je veux dire, en fait, la situation actuelle en France. Donc, en sortant donc de ce confinement, quelle est la situation? Alors, la sortie de confinement a causé vraiment une peur parce que lorsqu'on a quitté le confinement, les gens ont pensé que maintenant c'est fini. Il n'y a plus de Covid-19, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. On peut aller au restaurant, on peut aller à la plage, on peut aller au camping-car, on peut aller à la piscine, on peut aller partout. Tout en pensant que le fait que le gouvernement a levé les mesures, il y a quelque chose d'assurant qui est derrière. Sans savoir que l'État a demandé, comme l'État du Sénégal, autant que l'État français, a demandé à ce que les gens apprennent à vivre contre le virus avec leur vie, durant leur vie quotidienne. Et moi j'ai peur, je l'ai dit ce matin à un journaliste, je l'ai dit qu'on risque d'aller vers un reconfinement. Parce que ça a même commencé aujourd'hui avec l'Inde. L'Inde a reconfiné un pays, une population de 120 millions d'habitants. L'Espagne aujourd'hui a enregistré le plus grand chiffre depuis le mois de mai. Parce que lorsque les gens ont sorti du confinement, ils ont pensé que c'est fini, on peut se permettre de tout faire. Et lorsqu'on l'a fait, on s'est rendu compte que la contamination est devenue très rapide. Même en France, lors de la fête de la musique, la première sortie des Français qui a correspondu avec la fête de la musique, tout de suite après cette fête-là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nouvelles contaminations. Et depuis lors, on a constaté des clusters des contaminations partout au niveau de la France, alors que le virus commence à disparaître. Donc on peut dire que la sortie de confinement a fait un effet boomerang. On a voulu relancer l'économie, mais si on ne fait pas attention, c'est la façon dont on va sortir, parce qu'on est dans une période de vacances, de camping-car, de plage, de tabaski, de navetane, de tout ce qui est liberté, de tout ce qui est vaqué aux activités professionnelles. Si on ne fait pas attention, on risque de tomber sur un pic beaucoup plus important, comme l'a alerté l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, ici en France, il y a une peur. Personnellement, moi j'ai une peur vis-à-vis de ce que je vois, vis-à-vis des chiffres quotidiens qu'on avance, vis-à-vis du comportement des Français. Parce qu'il y a des gens qui sont juste derrière le masque, mais qui ont complètement oublié qu'il y a la Covid-19. Ils sont derrière le masque tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer 135 € d'amende qui est fixée et qui n'est pas négociable. Oh. Alors c'est la même question à M. Thiam pour justement la levée donc, de cet état d'urgence. Est-ce que tu as constaté, bon c'est vrai que c'est un peu récent hein, quand même, mais est-ce que tu as constaté donc aussi ce relâchement? Wow. En fait, ce qu'il faut dire c'est que il y a eu une évolution parce que les discours de nos autorités disaient restez chez vous. Mais ce rester chez vous n'a pas pu durer parce qu'on est dans un pays sous-développé, donc il fallait que les gens sortent. Mais en sortant, on doit prendre les précautions. Précautions de ne pas oublier que le virus est là, au niveau de la communauté. Donc il faut prendre des mesures qui permettent d'aller au travail, d'aller à l'école, d'aller au champ, et en se protégeant. Comme l'a dit M. Ba, je pense qu'il y a un relâchement total, une négligence totale. Dans aucun pays du monde, on ne peut pas mettre un policier sur chaque individu. Il faut que chaque individu soit responsable de sa santé. Quand on vous dit sortez, allez au boulot, allez vaquer à vos occupations, mais sans oublier de prendre des précautions. Le masque, c'est pour votre protection. J'ai mis ensuite avant-hier une photo où on montre quand vous portez un masque, vous en tant qu'individu, et que la personne qui est en face de vous n'a pas de masque, c'est que ça fait. Et quand c'est vous deux, chacun qui porte un masque, c'est que ça fait.
Donc du coup, tu te protèges toi en portant le masque, mais aussi la personne qui est en face de toi, qui porte le masque, aussi se protège. Du coup, le virus, même s'il est là, il peut être neutralisé. Donc les discours ont changé par rapport au contexte, au paradigme. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de rester sur place. Si dans les pays occidentaux, on a commencé à reconfiner, je pense en Australie, à Los Angeles, entre autres, comme il a dit aussi en Espagne, mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut que les gens apprennent à vivre avec le virus tout en se protégeant. On ne peut pas m'enfermer alors que je dois sortir. Si je ne sors pas, je ne vais pas manger, je ne vais pas pouvoir prendre en charge ma famille. Donc je dois sortir, mais que je sois conscient que si je sors, je dois être protégé, mais que je puisse protéger les autres. Les mesures barrières, les masques, c'est des choses élémentaires. C'est une question de conscience, c'est une question de responsabilité. C'est très important donc de rappeler cette responsabilité. Quand certains jouent le jeu, d'autres donc font ce qu'ils veulent. Et le problème justement, c'est d'augmenter le nombre de contaminations et donc de possibilités donc de décès, puisqu'on ne sait pas qui peut guérir ou qui ne peut pas guérir de ce coronavirus. En attendant justement, c'est cette d'ailleurs maintenant que j'ai Monsieur Bala en parlant, donc on parle de prise en charge. Donc pendant la maladie, on a vu que soit c'est dans un centre de traitement, soit c'est donc chez vous à domicile en prenant donc certaines garanties, certaines mesures. Vous prenez donc le médicament, le traitement donc que le médecin vous donne. Ensuite après, donc au bout, bon, pour ceux qui pensent être atteints, bon, il y a deux semaines à peu près donc d'incubation donc pour le virus. Et maintenant, supposons que bon, on sait que si elle ne guérit pas, on connaît malheureusement la fin qui est fatale, c'est la mort. Et maintenant ceux qui guérissent justement, donc le suivi donc de cette maladie, mais avant même d'arriver après donc la maladie, c'est l'occasion de faire un petit tour justement des possibilités de guérison, de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut prendre pour au moins limiter donc les dégâts lorsqu'on est atteint donc de coronavirus. Alors donc déjà on va faire un petit point sur savoir quels sont donc les traitements actuellement qui sont en cours, et également aussi donc de rappeler aussi bon les vaccins aussi qui sont promis, parce qu'il y a certains qui parlent donc de vaccins qui arriveront donc très très bientôt, certains même parlent d'ici donc la fin du mois, etc. Donc parce que certains vaccins sont en test final, donc test sur les hommes, mais c'est sûr qu'avant de sortir sur la voie commerciale, un vaccin quand même a besoin de certaines garanties. On va pas sortir un vaccin comme ça et puis nous sommes tous différents. Si pour A ça marche, pour B ça peut être mortel. Donc ça demande quand même certaines garanties, puisqu'un vaccin à la base c'est pour guérir, mais c'est pas pour mourir. Et de rappeler qu'un médicament, donc de par même son sens, c'est soit ça vous guérit, mais si c'est mal utilisé, ça peut justement entraîner votre mort. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit point par rapport justement aux différents traitements qui ont été pris pour ce coronavirus? Alors, d'abord pour le traitement, pour les médicaments, on peut retenir qu'aujourd'hui, dans la prise en charge de la COVID-19, on a recensé 115 médicaments qui sont utilisés pour la prise en charge dans les différents pays du monde. 115 médicaments. Alors, cela veut dire que la COVID-19, au début, tout le monde la sait, tout le monde sait bien, c'était un traitement symptomatique. Cela veut dire qu'on traitait les signes depuis le début. Il n'y avait pas de médicaments qu'on a sorti. Vous avez la fièvre, on traite la fièvre. Vous avez la toux, on traite la toux. Vous avez des mal de gorge, on traite ça. Vous avez des douleurs articulaires, on traite. Et au total, on s'est rendu compte qu'il y a 115 médicaments qui sont utilisés dans tout le monde entier. Médicaments qui sont en cours d'essai clinique. Cela veut dire que quelques qui sont fabriqués uniquement pour traiter des personnes, pour guérir de la COVID-19, qui sont en essai clinique. Si vous voulez, on y reviendra tout de suite pour vous expliquer les étapes. J'y reviendrai avec les vaccins. Quelles sont les étapes qu'un vaccin, un médicament doit suivre? Tu peux développer. Pour aboutir et être reconnu. Tu peux développer. Très bien. Un essai clinique, c'est des essais qu'on fait soit sur un médicament, soit sur un vaccin pour l'élaboration et le développement. Maintenant, dans ce cas, on commence on prend le vaccin ou le médicament, on le teste sur le virus au laboratoire. On les confronte. Si on se rend compte que ce vaccin
où ce médicament est efficace sur le virus dans les vers au laboratoire, on passe chez les animaux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étape préclinique. Ce n'est pas encore chez l'homme. On a passé dans les vers, les manipulations, on passe chez les animaux, les rats, les souris, ainsi de suite. On infecte un rat, on essaie de le vacciner, on essaie de lui donner un médicament. Si ça le guérit, ou bien si ça l'immunise, si c'est le vaccin, on passe maintenant à la première phase clinique. Quand on parle de clinique, c'est chez l'homme. Cette première phase clinique, on va sélectionner un certain nombre de patients qui sont volontaires, qui n'ont subi aucune pression. On ne les paye pas, on les choisit selon leur consentement. Éclairé, ils écrivent, ils signent. Et si on les choisit, on les prend, on les met dans des lieux sûrs. Ils sont protégés par le laboratoire, selon des normes internationales. Et maintenant, on les injecte le médicament ou bien le vaccin pour cette première phase et on observe. Si cette première phase passe, si l'homme tolère cette phase, on essaie de passer à la deuxième phase. Et dans cette deuxième phase, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la pharmacocinétique, c'est-à-dire comment le médicament fonctionne dans l'organisme de l'homme. Comment il fonctionne dans l'organisme de l'homme? Est-ce que le médicament est efficace? Et ça, c'est des études approfondies qu'on fait encore. Et après, dans la phase 3, on fait ce qu'on appelle un essai à double aveugle. On a passé la deuxième étape, on prend des patients, 2 groupes de patients. Ce patient-là, on les donne des médicaments sur lesquels on fait la recherche. L'autre groupe, on ne donne rien. On les donne juste une molécule où il n'y a rien, qu'on appelle placebo. C'est ça, double aveugle. Mais ils ne savent pas que ce médicament-là, ce n'est pas le médicament de la recherche. Ils ne savent pas. Aucun des 2 groupes n'a pas cette information. Seulement le chercheur. Et il va les observer. Si après cette phase, on s'est rendu compte que le groupe qui avait reçu le médicament en cours d'élaboration a guéri, on va retenir que ce médicament est efficace, selon le nombre de cas et ainsi de suite. Et si cette étape passe, c'est la dernière étape. C'est la phase 3, c'est la dernière étape. Maintenant, la 4e phase est une phase de suivi. C'est-à-dire, les personnes là, on les suit en même temps pour regarder les effets cliniques, les effets secondaires, les effets indésirables. Et durant cette phase 3, il faut le retenir, il faut le retenir, c'est extrêmement important. C'est là où on fait ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Si cette phase 3 est réussie, c'est là où les organismes indépendants, parce que ce sont des experts indépendants qui disent que maintenant ce médicament peut entrer sur le marché, mais progressivement. On ne prend pas pour l'envoyer sur le monde entier, mais on le donne à une région spécifique. Si ça passe, on le donne à un pays. Si ça passe, on le donne à un continent. Et ça continue comme ça. Voici les essais cliniques. Et aujourd'hui, il y a 15 médicaments qui sont en essais cliniques dans le monde entier, dont l'hydroxychloroquine, qui avait fait un débat il y a 2 semaines. L'OMS avait dit qu'il arrête les essais cliniques de l'hydroxychloroquine suite à une publication qui a été faite dans un journal anglais qu'on appelle Nature. Nature est la première revue internationale scientifique. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'OMS, pourquoi il avait arrêté ces essais cliniques? Parce que tout simplement, il y avait un chercheur qui avait fait des études sur des hôpitaux, 675 hôpitaux dans le monde. Mais en réalité, les chiffres avec lesquels il avait travaillé pour faire cette étude avaient été fournis par un centre de recherche qui n'avait pas des représentants dans tous les pays où il avait dit qu'il a pris des données. Par exemple, il dit qu'il a eu des données de l'hôpital FAN, alors qu'il n'a aucun représentant au Sénégal. Maintenant, l'OMS s'est basé sur une étude qui s'est basée sur de faux résultats. C'est pourquoi, à un moment donné, l'OMS avait dit qu'il arrête les essais cliniques de l'hydroxychloroquine et 2 semaines plus tard, il a dit qu'il continue. Et en ce moment, certains pays avaient pris leurs responsabilités et on a salué, comme le Sénégal, l'Algérie, qui avait dit que, quelle que soit la situation, ils continuent de traiter avec l'hydroxychloroquine parce qu'ils ont vu des effets exactement importants.
sur le plan des médicaments. Sur le plan des vaccins, actuellement, il y a 200 vaccins qui sont en cours d'élaboration, en phase préclinique. On est en train de les tester sur les animaux, sur les rats et souris. 200 vaccins. Nous avons 10 vaccins qui sont en essai clinique. Ça veut dire qu'ils sont en train d'être testés sur l'homme, dont le vaccin le plus avancé est élaboré actuellement par le laboratoire qu'on appelle Moderna Therapeutics. C'est un laboratoire américain qui travaille sur 30 000 personnes. Il est à la phase 3. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière phase. Ils ont dit que d'ici fin 2020, le vaccin sera disponible. Parce qu'ils ont fait tous les essais, ils sont à la phase 3. Il y a un autre vaccin aussi. Le deuxième vaccin qui arrive, c'est AstraZeneca. C'est le laboratoire AstraZeneca. C'est la fusion d'un laboratoire suédois et la fusion d'un laboratoire anglais qui ont élaboré un vaccin. Et ce vaccin aussi, ils ont dit que ça sera disponible le premier semestre de l'année 2021. Et le troisième vaccin en cours, qui est troisième position, c'est le vaccin de Sanofi, qui travaille avec un laboratoire GSK. Mais le GSK, pourquoi les Africains ont peur du GSK quand ils entendent GSK? Parce que c'est un laboratoire qui a fait des scandales en République démocratique du Congo, au Cameroun et dans certains pays africains. On a mis des médicaments produits par GSK et après il y a beaucoup de morts. Quand vous voyez aujourd'hui, quand les Africains ont la hantise du vaccin, quand on dit vaccin, il y a beaucoup de gens qui vous sortent des vidéos. En fait, on parle tout le temps des problèmes qu'ils ont eu avec un laboratoire anglais qui a travaillé sur des populations africaines. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Et moi, j'aurais bien invité que le ministre de la Santé envoie des spécialistes qui osent venir sur les plateaux pour débattre de ces questions, pour les démontrer exactement que ça s'est réellement passé, mais pourquoi ça a été passé et comment on va faire pour l'éviter. Ça va rassurer les gens plus encore. Alors, le dernier laboratoire qui est en 4e position, c'est un laboratoire français aussi. Mais lui, son spécificité, c'est qu'il développe un vaccin universel qui va traiter toutes sortes de Covid-19. Parce que les Covid-19, on l'a dit, le Covid-19 qui se développe aux États-Unis n'est pas la même souche qui se développe en France, n'est pas la même souche. Il y a de petites différences. Si vous venez en Afrique, la souche qui se développe, on a vu que ce n'est pas la même chose qui se développe en France. Et ce laboratoire-là, il développe un vaccin universel qui va traiter après toutes sortes de Covid-19. Que ça soit SARS-CoV-1, que ça soit SARS-CoV-2, que ça soit tous les groupes de Covid-19. Et il faut le rappeler, dans tous ces vaccins qu'on vient de citer, ou tous ces médicaments, la rigueur scientifique, l'intégrité scientifique doit être préservée. Et c'est préservé par des scientifiques indépendants. Mais la hantise des Africains, moi j'insiste beaucoup. Les Africains, quand on parle, par exemple, nous, quand on parle de vaccins, on est pessimiste. Parce que tout simplement, il y a des questions qui ne sont pas répondues. Les questions qui ne sont pas répondues, c'est quoi? C'est les conflits d'intérêts. J'y reviendrai après avec le financement de l'Organisation mondiale de la santé, qui vous permettra de comprendre pourquoi certains Africains ne sont pas très en confiance quand on leur parle de vaccins. Parce que quand vous allez comprendre le financement de l'Organisation mondiale de la santé, tu te dis que certaines personnes ont raison d'avoir des doutes sur certaines choses. Mais tout ce qui est en rapport avec l'intégrité scientifique est géré par des personnes indépendantes. Mais le dernier mot revient à l'OMS, lui-même qui est financé par des financements souvent qui sont douteux, par des gens inconnus ou bien par des gens qui ont des intérêts ailleurs, par des gens qui ont des laboratoires pharmaceutiques, par des gens, on y reviendra tout à l'heure, mais juste pour camper surtout sur ça, pour dire qu'il y a 15 médicaments qui sont en cours d'essai clinique, il y a 10 vaccins qui sont en essai clinique et qui seront finalisés dans l'année 2021. Maintenant, le débat qui se pose, c'est comment convaincre les gens maintenant à accepter ce vaccin. Parce que ce vaccin est déjà rejeté avant sa mise avant sa disponibilité. C'est très important ce que tu as dit, c'est pour ça que j'ai même pas parlé, je t'ai laissé parler jusqu'à la fin. Parce que c'est important donc de rappeler aujourd'hui où est-ce qu'on en est du point de vue donc du traitement.
également aussi de rappeler aussi donc la méthode, ce ne sera pas des comprimés, ce sera donc sous forme donc de vaccin. Donc il faudra faire accepter ce vaccin par les populations et également aussi donc que ça soit un vaccin donc efficace et qu'il n'y ait aucun donc que ça soit accepté par les populations déjà. C'est aussi important de communiquer pour que les populations acceptent d'être déjà malades du coronavirus. C'est une maladie donc quand même que tout le monde en parle, qui a vraiment créé une polémique mondiale et qu'aujourd'hui lorsqu'on est par exemple malade donc du coronavirus, là je reviens donc après la prise en charge, donc une fois que la personne maintenant elle est guérie du coronavirus et qu'elle retrouve donc dans sa structure, alors comment se passe l'accompagnement de ces personnes guéries du coronavirus? Merci M. Davo. Donc en attendant que le vaccin soit trouvé et puis qu'on puisse en disposer, parce qu'il parle de 2021, l'essai. Au niveau local, ici, au Sénégal, je pense que ce qui est en train d'être fait, c'est quand les malades sont sous traitement, ils sont guéris et ils rentrent chez eux. C'est vrai, on a eu à signaler quelques rechutes, comme on dit, mais ce qui est important, c'est que la majorité des malades qui entrent dans le centre sont traités et que leurs familles, parce que je voudrais en revenir, leurs familles sont accompagnées par l'action sociale au nom du comité. Et parce qu'un père de famille qui est malade, qui est interné pendant 2 semaines, s'il n'est pas accompagné, ça peut créer des problèmes au niveau de la famille. C'est dans ce cas, depuis le début, donc, on accompagne les familles sous forme de denrées, de kits alimentaires, mais aussi d'argent. Maintenant, avec la baisse des appuis des uns et des autres, donc le financement n'est plus quand même actif. Alors, au-delà de ce que l'État a fait, des partenaires aussi sont venus nous appuyer. Tout récemment, la fédération d'Imbaya, Kanyalen, avec l'appui de son bailleur Tchaïfen Sénégal, a permis à 39 familles, c'est pas toutes les familles parce que le montant était quand même un peu petit, mais comme c'est un projet pilote, donc 39 familles ont pu recevoir 3 millions. Et ça varie par rapport à la taille de la famille, donc de 50 000 à 61 000 et 100 000. Donc c'est un appui qui permet à la famille, parce que le plus souvent quand on est malade, on est pointé du doigt, on est stigmatisé. Donc ça permet à la famille comme de reprendre ses activités, de pouvoir comme s'en sortir financièrement, économiquement, et puis voilà. C'est un appui qui vient à son ordre le plus souvent. Donc dans cette même lancée aussi l'ONG Direct Aid Society à moi, qui dans sa deuxième phase quand même, en dehors des produits d'hygiène et médicaux, quand même appuyer le comité pour que les agents de santé qui depuis la pandémie, surtout agents de santé communautaires, vivent des moments difficiles, mais comme ils aiment ce qu'ils font, quand même, ils sont sur le terrain, et c'est dans ce cadre qu'un certain nombre a été appuyé en kit alimentaire, et en attendant quand même que d'autres réagissent, parce que les temps sont durs certes, mais ils sont tous sur le terrain. Donc voilà autant d'actions que nous faisons au nom du comité. Et maintenant, pour revenir à votre question, je pense que c'est encore... C'est pour la prise en charge justement des personnes guéries, donc c'est-à-dire après la maladie. Voilà. Au niveau d'abord régional, on avait mis en place une cellule psychologique présidée par le docteur Koundoul du centre psychiatrique de Kenya. Oui, on a appel. Oui, allô? Allô? Ah, bon, oui, continue. Donc je disais qu'au niveau régional, on a mis en place une cellule de prise en charge psychologique à la tête de laquelle il y avait le docteur Koundoul du centre psychiatrique de Mbadiane de Kenya et d'autres travailleurs sociaux et d'autres agents de santé communautaires qui, en dehors de la prise en charge médicale, suivaient les cas. Parce que le traumatisme, ça existe. Donc c'est dans ce cas qu'il faisait d'abord des visites à domicile auprès des malades, mais aussi des anciens malades guéris, mais aussi de la famille. Parce que quand la pandémie est venue, c'était pas facile pour certains. À part Ebola qui est passé par là, on n'a jamais parlé de coronavirus. Donc il fallait qu'on suive, qu'on essaie de voir un peu les parents
comment ils vivent cette pandémie. Donc CCL est toujours là et suit les malades. Maintenant, avec la technologie, on a donné à chaque agent un numéro de téléphone, enfin un téléphone portable, et qui à tout moment peut être appelé pour vraiment conseiller, discuter avec l'ancien malade guéri. Alors, est-ce qu'il y a un téléphone aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui sort de cette maladie, qui a besoin d'un soutien, il y a un téléphone où on peut le joindre, ou qui est-ce qu'on peut appeler en ce cas? La souci de Ziguinchor, c'est que c'est la seule région où on a un numéro vert. L'autre numéro c'est Dakar, donc c'est un numéro national. Alors à Ziguinchor, le gouverneur et toute la cellule régionale sont bâtis pour avoir un numéro vert spécial unique à Ziguinchor. Donc c'est le 800 0303. 800 0303. Donc toute personne qui est dans le besoin peut appeler et puis voilà, sera pris en charge. Donc notez bien le numéro, donc le 800 0303. Donc la même question par rapport à Monsieur Ba. Donc alors, qu'en est-il maintenant de ceux qui sont guéris donc du coronavirus? Quelle est leur prise en charge justement après cette maladie, notamment en France et au Sénégal aussi? Alors, je pense que puisque Monsieur Thiam a parlé en tant qu'action sociale, bon, maintenant on va demander aux médecins justement. Effectivement, je pense que la prise en charge sociale est extrêmement importante. Parce que c'est une maladie stigmatisante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont guéries de leur pathologie et ils ne peuvent pas reprendre le travail correctement. Ils sont stigmatisés dans les lieux de travail, dans les milieux de transport et dans les lieux publics. Je pense que les acteurs sociaux ont un travail extrêmement important à faire pour le suivi, pour l'accompagnement. Parce que si on ne le fait pas, d'autres pathologies plus dangereuses maintenant que la COVID-19 risquent de se rebattre sur ces personnes-là. Je pense qu'ils sont en train de faire un travail extrêmement important à saluer au niveau des centres psychiatriques, au niveau des maisons d'assistance sociale. Mais je voudrais faire un petit rappel sur la COVID-19. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, la COVID-19 est passée d'une maladie pulmonaire, tout simplement. On pensait que c'est une maladie pulmonaire. Mais il est passé aujourd'hui à une maladie polysystémique. Cela veut dire qu'il touche beaucoup plus d'organes. Ceux qui sont dans la recherche actuellement peuvent le confirmer. Ces derniers temps, il y a des études qui sortent qui montrent que au-delà même des poumons, la COVID-19 attaque d'autres organes, comme le cœur. Et il fait des lésions parce que au niveau de la cellule humaine, il y a une protéine qu'on appelle la protéine S. Et cette protéine S-là, avec une enzyme qu'on appelle l'angiotensine 2, et ça permet la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule humaine. Et ça, c'était ignoré jusqu'ici. Des études l'ont montré. Et on s'est rendu compte que cette enzyme qu'on vient de dire est très important au niveau des reins. Et qu'est-ce qui va se passer? On s'est rendu compte que beaucoup d'autopsies ont montré des lésions de personnes décédées au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau du foie. Et même si la personne est guérie du Covid-19, il n'est pas épargné de ces lésions-là. Donc aujourd'hui, la prise en charge doit être beaucoup plus accentuée. Et le ministre de la Santé l'a confirmé. Il a sorti un communiqué auprès des centres de traitement pour rappeler les affaires et comment les faire, à quelle étape. Parce que si une personne est atteinte de Covid-19, il y a obligatoirement aujourd'hui des lésions élémentaires. Des lésions, c'est des petites attaques que le virus fait à certains organes. Et si après, même s'il est guéri, cela veut dire que même si le virus est détruit dans son organisme, est terminé dans son organisme, ces lésions-là ne vont pas subitement disparaître. Et à la longue, même s'il est guéri, à la longue, il peut continuer à développer des maladies telles que des maladies chroniques, telles que l'insuffisance rénale. Parce que durant la COVID-19, on a vu qu'il y a des atteintes rénales. Même si ce n'est pas beaucoup, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal. Et les gens se sont rendus compte que on doit faire beaucoup plus d'attention. On doit faire beaucoup plus d'analyse. Donc la prise en charge de la COVID-19 devient beaucoup plus chère à l'État actuellement. Parce qu'il y a des analyses qui ne se faisaient pas au début, on traitait de façon symptomatique. Mais aujourd'hui, il faut le faire. Parce que moi, j'ai peur que ces personnes, toutes personnes, même les asymptomatiques qui sont guéries, qu'ils développent des maladies
des différents organes liés au foie, liés au rein, liés au cœur. En plus maintenant, de ce qui fait plus peur, c'est la coagulation du sang. Beaucoup d'autopsies ont révélé, surtout en Europe, parce qu'ici on fait systématiquement certaines autopsies, ont révélé que la COVID-19 entraîne des coagulations du sang. Parce qu'il attaque les parois sanguines et de ce fait, il entraîne la coagulation du sang. Et tout le monde sait que lorsque le sang se coagule, il laisse former des caillots sanguins qui peuvent boucher de petits vaisseaux, que ce soit au niveau du cerveau pour entraîner des AVC, au niveau du cœur pour entraîner des arrêts cardiaques, au niveau rénal pour entraîner une insuffisance rénale. Et toutes ces lésions, tous ces problèmes-là, c'est des pathologies qui peuvent entraîner des morts subites. C'est pourquoi, moi je dis même, il y a certaines morts subites qu'on assiste actuellement dans le monde actuellement. Si on faisait par exemple les autopsies, on pourrait se retrouver que c'est des personnes qui faisaient leur Covid-19 ou bien qui sont guéries, qui étaient des cas asymptomatiques peut-être, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, moi je pense que la prise en charge est devenue plus compliquée. Le professeur Seydi l'a rappelé très récemment, n'est plus simple comme on le pensait au début. Parce qu'au début, c'était un traitement symptomatique tout simplement. Mais aujourd'hui, la prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut que le cardiologue vienne, il faut que le néphrologue vienne, il faut que le pneumologue vienne, il faut que le neurologue vienne parce que tous ces organes qui concernent ces spécialisés-là sont touchés. Et leur prise en charge doit se faire en même temps. Donc, je pense que au-delà même de cette prise en charge sociale, psychologique, psychosociale, les gens, l'État du Sénégal, le ministère de la Santé, doit renforcer les laboratoires, surtout ceux qui se trouvent dans les régions. Parce qu'à Dakar, il y a déjà des bons laboratoires. Mais dans les régions comme Ziguinchor, il faut les doter encore beaucoup plus de réactifs, beaucoup plus de matériel qui permettent d'analyse biologique, parce que la COVID-19 n'est plus une maladie simplement respiratoire, mais qui touche d'autres organes et qui peut à la longue laisser des maladies qui peuvent continuer avec de perturber la vie de la personne qui est déjà guérie de la COVID-19. Là, tu as très bien parlé, hein, donc c'est vraiment très important. J'en profite pour remercier donc tous ceux qui nous suivent actuellement en direct sur la Génération FM, la 93.4. Vous pouvez aussi donc nous suivre notamment sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, sur la page donc Facebook, également YouTube, également aussi donc Twitter, Instagram, donc Génération FM 93.4. Vous retrouverez donc votre émission et vous pourrez l'écouter, la réécouter. Ce que vous avez dit est très important. Donc aujourd'hui nous avons eu donc un médecin sur le plateau, y compris donc Monsieur Thiam donc de l'action sociale, donc directeur des services donc du département de Ziguinchor de l'action sociale. C'est très important aussi donc de rappeler donc qu'une personne qui est malade du coronavirus, le danger c'est qu'elle n'ose pas en parler ou bien qu'elle nie sa propre maladie. Alors justement Monsieur Ba, pour ceux qui nient donc ce coronavirus, pour ceux qui nient donc leur maladie, comment les aborder, comment les convaincre justement de venir et de se faire soigner en tant que médecin? Quels sont les arguments que l'on peut mettre en avant? Alors, je pense que les arguments, c'est avant la maladie. On ne doit pas attendre que la personne soit malade pour la convaincre à accepter sa maladie. C'est très difficile. Même pour les délais de grossesse, c'est difficile. Aujourd'hui, je pense que la communication doit passer par la cohésion sociale. Au Sénégal, on a la chance que la France n'a pas. Là-bas, on a des ethnies, on a des cultures, on a des confréries, on a des daïras, on a d'autres choses qui rassemblent les personnes. Et je pense que une bonne communication de cette COVID-19 doit passer par la cohésion sociale, ce qui lie les personnes au-delà même de leur appartenance professionnelle et autres. Et si on le fait, si la personne croit à la maladie sans être malade, s'il sera malade, il va l'accepter. La meilleure communication, c'est de le convaincre étant guéri. Parce que si vous ne le faites pas, si toutefois la personne est malade, ce sera impossible. Parce que déjà, il était dans une position de défense. Parce que beaucoup de gens qui nient cette maladie, c'est la stigmatisation tout simplement qui cause. Ce n'est pas la mort en fait, ce n'est pas le fait de mourir en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des maladies beaucoup plus contraignantes que la COVID-19 peut-être, qui ont des cancers et qui continuent leur vie normale. Mais c'est le fait tout simplement qu'ils seront stigmatisés parce qu'on est dans une période de pandémie. Quand tu es
Covid-19, tu es isolé, on isole ta famille, on isole tout le monde. Si on n'assiste pas, par exemple, les assistants sociaux, il faut le dire, au Sénégal, les assistants sociaux ne sont pas bien servis. Moi, je le dis, je le dis pour les mettre à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas le dire. Nous, en tant que médecins qui travaillons avec eux, on sait que leur place importante, nous les comprenons en tant que médecins, mais peut-être l'État ne le comprend pas très bien. Mais il joue un rôle extrêmement important. Parce que dans le traitement, quand le médecin donne un traitement, par exemple, pour que la personne prenne correctement le traitement, il faut qu'il soit rassuré, il faut qu'il comprenne pourquoi il est là, il faut qu'il soit accompagné socialement. Et ça, c'est ces assistants sociaux-là qui le font. Et souvent, on ne les entend même pas dans la prise en charge de cette Covid-19, surtout au Sénégal. Ce n'est pas le cas en France, mais au Sénégal, on ne les entend même pas. Sur les plateaux de télévision, on évite par exemple que des politiciens du ministère de la Santé ou bien des scientifiques très durs qui utilisent des termes scientifiques très compliqués, alors que eux, dans leur formation, on les a appris à parler d'un langage sincère, mais d'un langage terre à terre avec la population. Je pense que le travail ne se trouve pas d'attendre la personne qui soit malade, mais comme le font les assistants sociaux, c'est d'anticiper avant la maladie. Et si toute la personne est convaincante de la maladie avant d'être malade, l'important c'est qu'il va sensibiliser son entourage, d'être plus vigilant, et quand il sera malade, c'est lui-même qui va se déplacer. On a vu certaines personnes, certaines autorités qui se sont déplacées pour dire que moi je suis malade, j'ai ressenti tel signe. Et ça, je pense que c'est une communication avant qui va le permettre, mais pas une communication durant la maladie. Alors on va laisser Monsieur Thiam, parce que c'est déjà l'heure donc de la fin de notre émission, faire le petit mot de la fin, le petit conseil que l'on peut donner donc à tous ceux qui nous écoutent actuellement en direct sur Génération FM. Merci Madame Dabo. Donc c'est juste rappeler les populations que la maladie est là, qu'elles peuvent sortir, mais qu'elles doivent aussi prendre les dispositions. Je pense que c'est élémentaire. Donc porter un masque, c'est facile, mais aussi prendre les dispositions par rapport au lavage des mains, la distanciation sociale et d'autres. Donc je pense que tout un chacun est responsable de sa santé, mais aussi je pense que dans l'ensemble, si on réussit à respecter ces mesures d'hygiène, ces mesures, je pense que dans l'ensemble, on pourra s'en sortir. Et voilà, c'est le Sénégal, c'est le monde entier qui sera vraiment satisfait par rapport. Merci donc à vous tous. Donc merci d'avoir accepté donc mon invitation, Monsieur Thiam. Merci aussi à Ndjougaba aussi donc d'avoir accepté aussi donc l'invitation. Et également c'est important de rappeler donc le 800 0303 pour la population de Casamance Ziguinchor. Donc n'hésitez pas à appeler votre numéro, le numéro de la région, le 800 0303. Et là vous aurez donc l'assistance dont vous avez besoin pour vaincre donc ce coronavirus, et tout cela donc dans la discrétion, puisque ce sont des professionnels qui vont vous répondre et qui vont donc répondre aussi à votre inquiétude. Alors merci à vous tous, et je vous dis rendez-vous donc le jeudi prochain pour un autre thème, toujours en direct donc sur Génération FM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Conseiller les populations sur leurs droits de manière générale. Droits matrimoniaux, droits fonciers, leurs investissements et projets entrepreneuriaux et le règlement des litiges à l'amiable en standard au 33 991 35 35 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4, la Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabo.